On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Et Patricia Lémonière qui sera avec nous dans les toutes prochaines minutes. Au sommaire, une violation et évidemment Julie Dungelhoff, pardonnez-moi, que vous venez de voir à l'instant à l'image et qui est, elle, en direct de l'Arménie. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Une violation flagrante du droit international, la reprise en main du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Telles sont les paroles de Catherine Colonna à son arrivée en Arménie. La ministre française des Affaires étrangères qui dénonce des départs forcés. Un choix fait sous la menace de la force ou après l'emploi de la force n'est pas un choix, dit-elle. Mettre un terme au chaos qui règne en Haïti, mise en coupe réglée par les gangs, il multiplie les atrocités contre les populations. Conséquence, le Conseil de sécurité donne son feu vert à l'envoi d'une force multinationale pour épauler la police haïtienne. C'est tout de suite, on va plus loin. Après Kiev hier aux côtés de ses 26 collègues ministres européens des Affaires étrangères, c'est un autre acte fort qu'a voulu porter Catherine Colonna pour la France aujourd'hui en se rendant en Arménie, 2 semaines après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan sur l'enclave du Haut-Karabakh. Aujourd'hui vidée de la plupart de ses habitants, plus de 100 000 réfugiés côté arménien. Écoutez justement ce qu'en dit Catherine Colonna. Et je veux redire une fois de plus que ce qui s'est passé est une violation flagrante du droit international. Je ressens le besoin de le redire parce qu'on a entendu à plusieurs reprises des propos en provenance d'Azerbaïdjan ou de Russie expliquant qu'il s'agirait de départs volontaires. Non, ce ne sont pas des départs volontaires, ce sont des départs forcés. Il faut être très clair sur ce point. Un choix qui est fait sous la menace, la menace de l'emploi de la force ou après l'emploi de la force n'est pas un choix. Catherine Colonna, qui, compte tenu des mauvaises conditions météo, n'a pas pu se poser à Goris, ville qui accueille des dizaines de milliers de réfugiés, où l'on retrouve pour France 24 Julie Dungelhoff. Julie, vous avez suivi le discours de Catherine Colonna. Qu'est venue dire la ministre aux réfugiés arméniens ? Sans nul doute, cette phrase que l'on vient d'entendre de Catherine Colonna sur le départ forcé des Arméniens du Haut-Karabakh aura beaucoup de résonance ici, tant les propos de l'Azerbaïdjan disant que les personnes pouvaient rester ulcèrent les gens après tout ce qu'ils viennent de vivre. Catherine Colonna qui avait une visite en plusieurs volets, d'abord un aspect humanitaire avec l'annonce d'une aide humanitaire de 12 500 000 € pour l'Arménie pour venir notamment en aide aux Arméniens du Haut-Karabakh, ce qui fait aujourd'hui de la France le 2e donateur après les États-Unis. Sur le Haut-Karabakh, elle a indiqué aussi sa volonté de porter une résolution internationale pour permettre une présence permanente, d'une présence internationale permanente au Haut-Karabakh qui permettrait aux habitants du Haut-Karabakh de revenir sur leur terre. Ça, c'est quelque chose pour l'instant qui est inenvisageable pour les personnes avec lesquelles nous avons pu parler, tant ils se sentent menacés par l'administration azérie. Enfin, il y avait un autre volet très important, c'est l'annonce de conclusion de contrat. C'est quelque chose qui avait déjà été abordé par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui disait que la France se disait prête à fournir des armes à l'Arménie. Si l'Arménie le demandait, c'est maintenant chose faite. Il y a, Julien, un sentiment d'abandon par la communauté internationale. Oui, tout à fait. Les habitants du Haut-Karabakh avec lesquels on a pu parler ont eu l'impression d'un combat de David contre Goliath, tant l'Azerbaïdjan a eu des soutiens importants. On pense notamment à la Turquie ou encore à Israël à travers la livraison d'armes de pointe comme des drones. Et puis l'abandon aussi du partenaire historique de l'Arménie, la Russie avec laquelle l'Arménie a un accord de coopération. Elle fait partie d'une sorte d'OTAN russe avec d'anciens pays d'ex-républiques soviétique et qui se devait d'intervenir, qui a un devoir de protection à travers cet accord. Et on a vu lors de la dernière offensive éclair de l'Azerbaïdjan que la Russie n'était pas intervenue d'une part parce qu'elle reproche au Premier ministre Nicole Pachinian de s'être trop porté vers l'Ouest et d'autre part pour ne pas vouloir fâcher l'Azerbaïdjan qui est un pays qui permet le contournement des sanctions internationales, notamment pour la livraison de gaz russe. Donc il y a un grand sentiment de lassitude, de désespoir avec ces Arméniens du Haut-Karabakh avec lesquels nous avons pu partir en disant c'est
très bien de venir nous voir aujourd'hui, mais nous avons déjà perdu notre terre, donc il est un peu trop tard. Oui, signe que la France, en tout cas, semble vouloir accorder une aide qui va au-delà des simples mots à l'Arménie. On l'apprend, Paris a donné son accord à la conclusion de contrats futurs pour la livraison de matériel militaire à l'Arménie, pour que l'Arménie puisse assurer sa défense. Dans quelles conditions, Julie, sont hébergés les réfugiés? Que vous disent-ils des circonstances de leur départ? C'est des départs qui se sont faits dans la précipitation. On a pu voir des gens quitter le Haut-Karabakh avec des arbres, notamment pour emporter un peu de leur terre. On a vu de nombreuses voitures chargées à ras-bord sur les routes tenter de trouver une solution de relogement. Ici, dans la ville de Goris, où je me trouve, il y a des milliers de personnes qui sont accueillies dans les hôtels des environs. Dans l'endroit où on loge, par exemple, on voit beaucoup de familles avec des grands sacs plastiques remplis de vêtements, des enfants qui errent et qui ne savent pas très bien comment s'occuper parce que, bien sûr, ils ne peuvent pas aller à l'école. Beaucoup de réfugiés ont tenté de rejoindre la capitale Erevan pour s'éloigner le plus vite possible tout simplement de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Mais il n'y a pas de solution de logement à Erevan et les autorités les renvoient plutôt vers les villes de province. Donc pour l'instant, pas de solution pérenne. On a pu voir aussi le long des routes des gens s'arrêter devant les municipalités, frapper aux portes pour savoir s'il y avait des maisons ou encore des appartements disponibles. Et pour l'instant, c'est encore la plus grande incertitude qui règne pour ces gens qui, pour beaucoup, avaient été déjà déplacés à plusieurs reprises durant ces 3 décennies de conflit avec l'Azerbaïdjan. Merci Julie Nengeloff, en direct donc de Goris pour France 24, alors que Patricia Lémonière nous a rejoint. Voilà, bonjour Patricia, on roule mal aujourd'hui dans Paris, mais on va vous entendre dans un instant sur la question de l'Arménie. On vous laisse souffler. Bruno Darroux, on l'apprend là, en même temps que Julie Nengeloff s'exprime, la France qui donc va livrer des matériels militaires sans plus de précision à l'Arménie. Le signe que l'on ne peut pas effectivement laisser l'Arménie seule vulnérable face à l'Azerbaïdjan aujourd'hui côté français? Oui, en fait, cette annonce, elle a été faite pendant la conférence de presse de Catherine Colonna, qui a dit qu'elle ne pouvait pas évidemment détailler quel type d'armement évidemment serait livré à l'Arménie. Ça sera par le biais de contrats, effectivement. Donc on voit en fait que la visite de Catherine Colonna, elle répondait à plusieurs objectifs. Un objectif humanitaire et médical avec cette aide donc de plus de 12 millions d'euros pour l'Arménie, pour aider l'Arménie à accueillir, à gérer tous ces réfugiés qui arrivent du Haut-Karabakh. Un appui politique aussi qui était quand même très marqué sur le soutien de la France à l'intégrité territoriale de l'Arménie, parce que c'est ce qu'on craint à présent, c'est que l'Azerbaïdjan cherche en quelque sorte à pousser son avantage et cherche à déstabiliser notamment le sud de l'Arménie, puisqu'on sait que l'un des rêves, en fait, on va dire, de l'Azerbaïdjan, ce serait bien sûr d'établir une continuité territoriale avec un bout de son territoire qui est de l'autre côté de l'Arménie, ce qu'on appelle le Nakhitchevan. Donc il y a ce soutien politique quand même qui a été très fermement martelé par Catherine Colonna, et puis bien sûr un soutien aussi financier donc de la France qui dit qu'en fait, elle sera toujours aux côtés de l'Arménie. Alors, comme le disait Julie Nengeloff à l'instant, évidemment, pour les Arméniens du Haut-Karabakh, c'est bien, mais c'est sans doute un peu trop tard. Mais bon, la France ne pouvait pas vraiment intervenir plus directement que ça, puisque l'Arménie elle-même n'est pas intervenue au moment de l'offensive de l'armée azerbaïdjanaise. Mais voilà, le message de Catherine Colonna était nous sommes avec vous. Et on apprend aussi ce soir d'ailleurs que le service diplomatique de l'Union européenne a préparé en fait des documents pour revoir un peu les relations avec Bakou si la situation se détériorait dans le Sud-Caucase. Les discussions apparemment entre Européens sont assez dures entre ceux qui veulent faire beaucoup pour l'Arménie, comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, et puis d'autres pays qui en gros ne veulent pas faire grand-chose. La France, qui dit vouloir un plan européen d'appui à l'Arménie, ce sont les mots d'Elisabeth Borne aujourd'hui à l'Assemblée. Patricia Lémonière, la France peut-elle dissuader l'Azerbaïdjan et son parrain turc de pousser plus loin leur avantage ? Non, je crois que la France seule ne peut pas dissuader. La France met une marque, là. Elle s'investit et elle espère, comme vient de le dire, on vient de le dire à l'instant, entraîner avec elle d'autres pays. Mais il faut voir que la France, depuis longtemps, tente de soutenir l'Arménie comme elle le peut. Elle a reconnu le génocide arménien. Tous les pays, il faut le rappeler, européens ne l'ont pas reconnu, et pas que, j'ai envie de dire. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Et je trouve
qu'on assiste... la crainte, je crois, de la France aussi, c'est qu'il y ait une fracture européenne, une nouvelle fracture, parce qu'en ce moment, l'Europe est fragilisée, et qu'il y ait une nouvelle fracture européenne sur la question arménienne. Parce que les pays qui sont plutôt proches de la Russie, en Europe, et ils existent, comme la Hongrie, et on va voir ce que va devenir la Slovaquie. Il y a des pays donc, qui sont... Et puis, il y a des pays qui ont des intérêts économiques très forts avec l'Azerbaïdjan, parce que pétrole, parce que gaz, etc. Donc, qui ne peuvent pas non plus peut-être s'investir trop. Entre ceux qui ont des intérêts économiques majeurs, comme certains pays du Sud, et ceux qui sont plutôt... pro-russe, j'ai envie de dire, eh bien, l'unité européenne n'est pas encore faite. Alors, on peut faire une unité à bas coût, si vous me permettez cette expression, avec des petites sanctions. Mais ce n'est pas ça qui arrêtera l'Azerbaïdjan si l'Azerbaïdjan a envie d'aller plus loin. Il faut dire que si l'Azerbaïdjan voulait aller plus loin, là, il se trouverait face au droit international. Parce que jusqu'à présent, le Haut-Karabakh, il pouvait se dire, eh bien, en fait, je veux le respect de mes frontières. Là, il se trouverait en but au droit international. Et l'Azerbaïdjan est déjà en but puisqu'il a grignoté déjà, ces derniers temps, 100 km² du territoire arménien. Et ça, là-dessus, l'Europe, alors là, silence. Alors, sauf Catherine Colonna, qui a rappelé aussi que l'an dernier, lors d'une réunion ils ne font rien depuis. De la communauté politique européenne, quand même, Emmanuel Macron avait réuni les présidents arméniens et azerbaïdjanais, et que les deux pays, donc l'Azerbaïdjan aussi, se sont engagés à reconnaître et à ne pas violer l'intégrité territoriale l'un de l'autre. En tout cas, l'Azerbaïdjan, ça a été rappelé par Catherine Colonna, a pris cet engagement il y a un an. Donc, il y a du territoire qui est conquis par l'Azerbaïdjan actuellement. Oui. Il y a un petit bout de territoire. Que va-t-il se passer à Grenade, puisque c'est là qu'ils se retrouvent... Et là, ils vont tous se retrouver à la communauté. À Grenade, il va y avoir effectivement le gros problème du gaz. Parce qu'en fait, le paradoxe quand même de l'histoire, c'est que les Européens, suite à l'invasion russe en Ukraine, ont dit, bon, on ne veut plus être dépendant du gaz russe. Donc, ils ont doublé quand même les commandes auprès de l'Azerbaïdjan. Et comment l'Azerbaïdjan a répondu à cette demande qui a très fortement augmenté en se fournissant du gaz avec la Russie. Ceci explique d'ailleurs cela. La Russie, qui pendant longtemps avait tenu une forme d'équilibre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, là s'est dit que, bon, en gros, il lâche un peu l'Arménie et il privilégie l'Azerbaïdjan. Et ceci alors que le Parlement arménien lui a ratifié son adhésion à la Cour pénale internationale, à une décision qui provoque la colère de Moscou. Elle implique qu'Erevan a désormais l'obligation de respecter les mandats d'arrêt émis par la CPI, y compris celui à l'encontre de Vladimir Poutine s'il entrait sur le territoire arménien. Un vote sur fond de tensions accrues entre Erevan et Moscou. Rebecca Martin. L'Arménie n'a rien de mieux que l'alliance avec la Russie. La réaction du Kremlin ne s'est pas fait attendre après que Yerevan a décidé ce mardi de ratifier son adhésion à la Cour pénale internationale. Une décision adoptée après de brefs débats au sein du Parlement arménien, mais qui suscite l'ire de Moscou. Depuis le début, nous pensons que du point de vue de nos relations bilatérales, l'adhésion de l'Arménie au statut de Rome de la Cour pénale internationale n'est pas correcte. Nous continuons d'estimer que cette décision est erronée. Yerevan doit désormais exécuter les mandats d'arrêt émis par la CPI, y compris celui à l'encontre de Vladimir Poutine, si celui-ci entrait sur le territoire arménien. Une décision qui intervient sur fond de tensions entre Yerevan et Moscou, quelques jours après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh. L'Arménie accuse son allié historique de l'avoir abandonné face à un adversaire bien plus riche et mieux armé et regarde désormais vers l'ouest pour assurer sa sécurité. L'Union européenne, qui comptait sur le gaz azerbaïdjanais pour réduire sa dépendance à l'énergie russe, a salué la décision de l'Arménie et a déjà fait savoir qu'elle pourrait revoir ses liens avec Bakou si la crise s'aggravait. Avec ces décisions, Patricia Lemonnier, l'Arménie acte définitivement son divorce d'avec Moscou? Non, je ne crois pas. Elle ne peut pas divorcer aussi rapidement. Il y a trop de liens, il y a trop de dépendance encore vis-à-vis de Moscou, aussi bien économique et même, j'ai envie de dire, familiale. Il y a beaucoup d'Arméniens qui vivent en Russie et à Moscou. Donc, il y a une grosse communauté. Donc, on ne peut pas dire qu'il... Mais elle veut équilibrer
ces relations et faire ce que tout le monde fait finalement aujourd'hui dans le monde, avoir des alliés avec des objectifs et une vision du monde totalement différente. Elle voudrait faire de la diplomatie à la carte. Alors, est-ce que Moscou va laisser faire la petite Arménie avoir une diplomatie à la carte? C'est pas évident. Ce qui est intéressant aujourd'hui, je trouve que Moscou fait un lâchage par rapport à l'Arménie qui est très intéressant parce que le président russe, Vladimir Poutine, se présentait au monde comme le défenseur de la chrétienté, des valeurs de la chrétienté traditionnelle, etc. Et là, qu'est-ce qu'il fait en plein vol? Il lâche justement un pays qui est très attaché aux valeurs de la chrétienté. Et là, je trouve que par rapport à tout son discours qu'il maintient sur toutes ces valeurs profondément, la Russie très ancrée dans le christianisme, dans la religion, etc., eh bien là, justement, il n'en parle plus, on ne se parle plus des chrétiens et des Arméniens, c'est fini, on fait les alliances de circonstances. Et on voit donc que dans cette guerre ukrainienne est en train de redéfinir même peut-être la vision de Poutine sur le monde. Bruno Daroun, une réaction et puis peut-être aussi sur cette diplomatie, pas vraiment opportuniste de l'Arménie parce qu'elle est un peu dictée aussi par les circonstances, mais en tout cas elle remet son destin dans les mains de l'Occident aujourd'hui. Oui, enfin ce rapprochement avec l'Occident avait déjà commencé notamment avec les Américains. Bon, avec la France c'est un lien séculaire comme on dit, donc ce lien il demeure et l'Arménie compte quand même sur la France au sein de l'Union européenne pour essayer de pousser ses intérêts, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas gagné. Et puis il y a quand même les histoires de contrats de gaz qui pèsent lourd dans la balance, même si on peut se dire que ça pourrait être un moyen alors non pas de chantage, mais l'Union européenne aussi pourrait dire à l'Azerbaïdjan, écoutez, on va prendre moins de votre gaz, parce que ce qui compliquerait aussi les affaires de Bakou, mais enfin, certains pays européens eux-mêmes sont dépendants de ce gaz. Donc tout ça est un peu compliqué. Alors diplomatie opportuniste, mais je crois quand même il y avait une volonté quand même de marquer le coup avec cette histoire de la CPI après le lâchage quand même en race campagne de la Russie, de l'Arménie par la Russie lors de cette invasion éclair de l'Azerbaïdjan tout de même. Moscou avait aussi vu d'un très mauvais œil les exercices militaires qui se sont produits entre l'Arménie et les Américains. Alors, ils n'étaient pas très nombreux à venir faire cet exercice conjoint. Hein. Il y avait une centaine de djihadistes, c'est tout. Mais néanmoins, cet exercice existait. Ce n'était pas le premier, hein, il faut dire. Donc, ces petits pas de l'Arménie pour tenter de rééquilibrer sa relation sont anciens, hein, comme vous le disiez. Une force internationale va être déployée en Haïti après des hésitations qui auront duré 1 an. Le Conseil de sécurité de l'ONU a fini par donner son feu vert à l'envoi d'une mission multinationale menée par le Kenya. Objectif, aider la police haïtienne dépassée par les gangs. Etanadji. Cette scène se déroule dans un quartier de Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Des habitants qui exhibent et distribuent des machettes pour, affirment-ils, se défendre contre les gangs. Un mouvement d'autodéfense né au printemps dernier, alors que le crime en bande organisée sème la terreur à Port-au-Prince et au-delà. Aujourd'hui, ce ne sont ni les États-Unis, ni la France ou le Canada qui vont nous sortir de cette situation. C'est avec ces machettes que nous allons nous en sortir. Se faire justice soi-même pour mettre fin à l'impunité, à l'heure où la police haïtienne n'arrive plus à faire face. Enlèvement contre rançon, viol collectif, assassinat. Un récent rapport fait état de 2800 morts enregistrés entre octobre 2022 et juin 2023. Et aux violences endémiques s'ajoutent les problèmes d'extrême pauvreté et la corruption qui gangrènent le pays. Alors beaucoup d'Haïtiens se sentent aujourd'hui livrés à eux-mêmes. Le phénomène Bouakale est une sorte de justice expéditive. Je me donne justice. Ok? Maintenant, pourquoi le peuple décide d'agir ainsi? Pourquoi? C'est parce qu'après plusieurs constats, le peuple estime que le ministre de la Justice, le Premier ministre Ariel Henry ne fout rien à la tête du pouvoir. Un climat de guerre civile alimenté par le trafic d'armes et de munitions, principalement en provenance des États-Unis. Ces derniers mois, les violences sont encore montées d'un cran avec un nouveau phénomène. De nouvelles recrues dans les camps de population déplacées viennent gonfler les rangs des gangs de criminels.
Près de 2800 meurtres enregistrés entre octobre 2020 et juin 2023, avec surtout un degré de violence, il faut bien le dire, qui dépasse l'entendement. Les gangs cherchent manifestement à terroriser les populations. Patricia Lémonière, on a pu le voir au Mexique ou en Colombie avec les narcotrafiquants, mais là, véritablement, il y a une volonté de diffuser des images profondément répugnante, il faut le dire. Depuis l'assassinat du président élu, Moïse Journel, le pays est allé à volo, en quelque sorte. Et les gangs ont pris la main. Et même alors, il y a un chef de gang qui est sous sanction internationale, mais c'est presque lui qui se veut faiseur de paix. C'est le chef du G9, c'est ça, qui est un rassemblement de 9 milices qui font régner la terreur. Et alors, ancien policier. Et alors, lui, il dit, écoutez, on veut bien accepter cette force, parce qu'il prend position, il a fait une conférence de presse, on va bien accepter cette force, mais alors, attention, il faut qu'elle fasse ça, ça et ça. Enfin, grosso modo, qu'il devienne le dirigeant, en quelque sorte, l'interlocuteur de cette force, au même titre que l'opposition, etc. Franchement, pour le Kenya, c'est une très lourde tâche, d'autant que déjà les policiers actuellement en Haïti, protestent en disant mais pourquoi on ne nous donne pas les armes, on est 12 000, on pourrait faire le job. Donc la situation est inextricable et les dirigeants actuels du pays, le Premier ministre, on va sûrement en parler, portent une très lourde responsabilité là-dedans. Bruno Daroul, la Chine a émis des doutes au Conseil de sécurité tout en votant l'intervention, en arguant du fait qu'il était impossible de rétablir la sécurité sans en gros la présence d'un État avec les structures que cela implique. Alors c'est un peu l'œuf et la poule, que faut-il reconstruire en premier en Haïti? Faut-il d'abord pacifier pour pouvoir reconstruire un État ou l'inverse? Là, vu la situation telle qu'elle est, il faudrait d'abord pacifier, mais à la rigueur, tout en reconstruisant les institutions haïtiennes qui sont gangrénées, là aussi, par les règlements de compte, la corruption, et le Premier ministre actuel n'est pas exempt de reproches, on va dire, en la matière. Et puis, la Chine a pointé un autre point, alors elle s'est abstenue, mais qui est un vrai point d'interrogation quand même, c'est sur les armes. D'où viennent les armes? Parce qu'il y avait déjà des armes qui venaient, mais depuis 3 ans, vraiment ça afflue. Alors évidemment, ça afflue essentiellement des États-Unis. Donc la Chine dit c'est là-dessus qu'il faudrait. Alors autant les policiers haïtiens n'ont pas d'armes, mais alors les gangs, eux, ils ont. Voilà, il y a visiblement tout un trafic qui fait que ce trafic d'armes, il est très puissant. Et donc c'est là-dessus, notamment au départ des États-Unis et à l'arrivée à Port-au-Prince, qu'il faudrait mettre le paquet. Et de ce point de vue-là, c'est pas faux, parce que tant que le trafic d'armes ne sera pas interrompu, évidemment, les gangs vont continuer à prospérer. Donc on verra bien quelle est la feuille de route de la mission dirigée par le Kenya, qui n'est pas une mission onusienne, attention, ça a été décidé par l'ONU, mais vu le triste souvenir qu'a laissé la mission de l'ONU en Haïti avec l'épidémie de choléra, etc., c'est pas vraiment une mission de l'ONU, c'est une mission internationale de sécurité décidée par l'ONU et dirigée par le Kenya avec d'autres pays. Voilà, le Kenya va jouer gros dans cette affaire, et certaines ONG pointent déjà le fait que les policiers kenyans, dans la répression des manifestations dans le pays, n'ont pas fait preuve de beaucoup de retenue. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts, des usages excessifs des armes. Donc ça aussi, ça va être un vrai test pour le Kenya qui veut jouer un rôle sur la scène internationale. Haïti, voilà un pays sur lequel le sort s'acharne. Comment cumuler aujourd'hui autant de difficultés finalement pour devenir quasiment un non-État ou un État failli lorsqu'on a un parrain aussi puissant que les États-Unis, Patricia Lémonière? Oui, je veux dire, un parrain, et aux États-Unis, bon nombre de mafias qui alimentent qui ont participé à cette désagrégation de l'État, alimentés avec des armes, comme vous l'avez dit, mais alimentés avec tous les trafics de drogue. Et certains, cet argent qui a fleuri grâce à ces trafics n'est pas sans aboutir dans certaines poches ou d'hommes d'affaires. La situation entre Haïti et les États-Unis est une situation, vous m'excusez du terme, pourrie. Et donc, à la limite que les États-Unis veuillent s'investir financièrement pour former les policiers kenyans, je leur donne bon courage, pour donner
de l'argent, etc., qu'ils s'investissent massivement financièrement, c'est pas ça qui fera marcher la machine, qui redressera la machine. Je crois qu'il faudrait avoir une force qui arrive à désarmer, comme vous le dites très justement, ces gangs. Et derrière cette force, en parallèle, des vraies discussions qui s'engagent sous un mandat peut-être neutre, avec une opposition qui existe, mais une opposition qui est éclatée dans le monde. Tous ceux qui avaient un rapport, j'ai envie de dire, presque sain avec l'État ont fui. Parce que ce n'est pratiquement plus possible de vivre sans être attaqué ou menacé ou corrompu. Enfin, je veux dire, on ne se rend pas compte, c'est plus qu'un État failli, Haïti, aujourd'hui. Et on ne parle pas des enfants enlevés, des femmes violées, enfin, on ne parle pas de tout ça. Et dans la mémoire des Haïtiens, il y a cette force onusienne 2004-2017 qui est entachée de bon nombre de ces crimes-là dont je viens de me faire l'écho. Oui, c'est pour ça que je disais que pour le Kenya, ça va être une tâche très, très difficile. Alors, l'idée des États-Unis, c'était aussi, en renforçant ses liens avec le Kenya, d'ailleurs, puisqu'ils cherchent des partenaires dans le sud global, comme on dit aujourd'hui, donc de les mettre en avant, comme ça, eux, ils se contentent de financer. Puis ils se sont dit, bon, c'est quand même un pays africain, bon, certes, non francophone, et puis ils veulent faire le job. Parce que là, quand même, le Brésil, le Canada, la France... Tout le monde, c'est... Voilà. Tout le monde s'est dit, oh là là, non, on n'y va pas. Non, mais on n'y va pas parce que, comme le disait Patricia, la situation est tellement pourrie. Il n'y a pas d'autre mot qu'ils savent très bien que ce n'est pas quelques mois d'une présence comme ça qui peut tout régler si derrière, il n'y a pas aussi la volonté, effectivement, de reconstruire véritablement les institutions haïtiennes. Mais la tâche est immense. Merci Bruno Darou, merci Patricia Lémonière et merci d'être venu. C'était On va plus loin. On se retrouve dans 4 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct.